Dr. Anil Kapoor et Dr. Ali Khan Lalani. Je suis vraiment très heureuse de vous voir parmi nous, messieurs, et de votre partage d'informations très importantes. Et si ça ne vous dérange pas, je vais vous donner une brève introduction, puis je vais vous laisser commencer. Donc, Dr. Anil Kapoor, elle est actuellement professeur de chirurgie urologie à McMaster University à Hamilton. Il est directeur du Centre de cancer urologique et la recherche à Saint-Joseph et chef du programme d'oncologie génitale-urologique. Il est coprésident du groupe de maladies du rein et il siège à notre conseil de cancer du rein Canada. Il est au chef des groupes d'essais cliniques à McMaster, au centre urologique. Merci donc, Dr. Kapoor, d'être avec nous aujourd'hui. Et Dr. Ali Khan Lalani, il est professeur assistant adjoint à l'Université McMaster et oncologue au Centre de cancer Ravinsky. Il a un fellowship en oncologie urologique au Centre de cancer de Boston et il a complété le programme en essais cliniques à Harvard, à l'École de santé publique. Il est le chef de l'Institut de cancer et le centre de recherche à l'Université McMaster. Il est intéressé aux essais cliniques, au travail transitionnel et on lui a remis un prix en 2022 comme étant le premier à la tête des essais cliniques. Donc, merci à vous deux d'être présents avec nous aujourd'hui. Vous avez parlé d'intuition sur les CR précoces et vous allez partager ça avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Christine. Excellente introduction, j'apprécie. Est-ce que vous pouvez bien m'entendre? Oui, je vous entends, merci. Je suis content d'être là. Et Dr. Alini et moi, nous allons parler des cancers du rein en phase précoce et ce qui est localisé. Et une fois qu'on a enlevé le cancer localisé, il y a un degré de récidive. Il peut être bas si c'est une petite tumeur et un peu plus élevé si la tumeur est plus grande. Et on a maintenant des stratégies pour lesquelles on peut opter et qui ont été approuvées au Canada. Et la question est de savoir qui est le bon patient pour ces thérapies azimine. Et donc, il y a eu des discussions à ce sujet. Et donc, on va démarrer. Donc, je suis à l'Université McMaster avec Dr. Lalani et il y a Dr. Hamilton qui a obtenu l'aide de Dr. Lalani à notre université qui a été très aidant. Ce sont les déclarations. Donc, en termes de cancer localisé au rein, c'est plus prévalent chez les hommes que chez les femmes. En 2017, on a estimé qu'il y avait à peu près 403 000 individus par année qui étaient diagnostiqués avec le cancer du rein. 80% de tous les cancers du rein sont des carcinomes rénaux et ce soit avec des cellules claires ou pas. La plupart sont avec cellules claires et ceux qui ne sont pas avec cellules claires, c'est avec type 1 ou 2 ou autre. Donc, la plupart des fois, lorsqu'on diagnostique les cancers, on le fait avec de l'imagerie. Donc, si quelqu'un a un problème de la douleur, une masse au rein, donc auparavant, ça pouvait s'étendre aux autres parties du corps et il y a encore un pourcentage de 17% qui se présentent avec des tumeurs et qui ont déjà des métastases au moment du diagnostic. Et puis donc, on a des thérapies, on a des
aujourd'hui, on a parlé donc de thérapies systémiques qui sont assez prévalentes sur 1 sur 10 offrent même une guérison. C'est fantastique les médicaments que l'on a. Donc, en termes des petits tumeurs ou des masses rénales localisées, d'abord, on a un scan et un ultrason, un IRM, et puis donc si on trouve une masse, et on trouve à quel stade elle se situe, donc et c'est seulement localisé au rein, c'est guérissable avec des interventions locales, donc avec chirurgie, ablation, donc les normes. Et on peut également envisager une biopsie pour analyser le tissu. Ça nous aide à déterminer si la tumeur est bénigne ou pas. Et si quelques centimètres, il peut y avoir une grande portion qui ne sont pas cancéreuses. Donc, si on a une tumeur de quelques centimètres ou moins, donc il y a 25% qui peuvent être des angiomes ou d'autres qui ne requièrent pas de chirurgie du tout. Donc, pour les plus petites tumeurs, on fait des biopsies, des lésions, et il y a 75% qui sont cancéreuses et 25% qui ne sont pas. Et donc, la rassurance, à savoir euh, pouvoir donner l'information au patient. Donc, lorsqu'on a fait les différents scans, on fait on regarde les os, le bassin et également le PET scan qui peut nous aider donc pour voir les outils de recherche en termes de cancer. Donc, à l'heure actuelle, au Canada, c'est plus un outil de recherche. On essaie encore de trouver les bons patients qui vont tirer profit de ces PET scans, et votre urologue irait plutôt vers un CT scan et un scan des os qui vous révèle d'excellentes informations au niveau des stades et du parcours du cancer. Et donc, si c'est juste localisé au rein, donc ce serait le stade 1, on appelle ça donc le TNN. Donc, c'est pour la douleur, N pour le status et M pour est-ce que c'est métatastasé ou pas. Si c'est un T1, un, 3 ou 4, ça c'est encore localisé et ce sont les tumeurs non métastatiques T1. Si c'est T2, ça dépasse 2 centimètres, donc et si c'est A ou B, c'est entre 2 et 10 centimètres. 3, c'est lorsque la tumeur c'est allé dans les veines rénales. Et donc, T3, N1, T3C, c'est au-dessus du diaphragme. Et 4, c'est lorsque le cancer s'est répandu dans les organes autour. Et ça, c'est important parce que ça va nous aider à déterminer le risque de récidive après la chirurgie. On va aller dans plus de détails après ça, mais le risque de récidive avec T1 à 4 centimètres, c'est vraiment très infime, 95% non. Et si c'est un T3, le risque de récidive est supérieur. Et lorsqu'on conseille nos patients après la chirurgie, il faut être un petit peu plus précis avec ces chiffres-là parce que maintenant, on a des options à offrir aux patients dépendants. Et comme on entre dans ceci, donc le T2, 4 localisé, c'est la meilleure chose. Mais il y a quand même des options pour les autres, comme l'ablation ou la radiothérapie ou la cryothermoablation. Et donc, toute taille de tumeur, on peut avoir une ablation possible. Si ce n'est pas possible parce qu'elle est trop grosse, à ce moment-là, une ablation radicale du côté, c'est indiqué. Et pour les plus petites masses, pour les patients au risque de chirurgie, il y a l'ablation avec
cryothermoablation, donc qui est moins difficile. Ce sont des technologies qu'on peut utiliser également avec les tumeurs localisées. Et maintenant, si on parle de la maladie primaire, lorsque nos patients ont une tumeur en place et que le cancer est sorti du rein puis est allé au foie ou au poumon, ça s'appelle le cancer métastatique stade 4. Et généralement, d'enlever le rein, ça ne va pas enlever la chose parce que les autres touches de cancer vont rester. Mais donc, d'enlever le rein, ça pourrait enlever pouvoir prendre un médicament. Et donc, on y reviendra à la fin, ça, si c'est possible. Mais l'autre chose à envisager, c'est d'enlever le rein et l'autre partie qui est peut-être atteinte, comme le poumon ou le foie. Et donc, si le rein est en place, si on enlève la tache sur le rein et sur le poumon, on pourra peut-être guérir nos patients en enlevant ces deux taches-là. Et c'est important. Donc, on peut les disséquer par chirurgie avec la métastastomie. Ce sont quand même on est quand même après au risque de récidive et après opération, donc pour ces patients en plus haut risque, c'est certes quelque chose qu'on peut envisager, c'est la néphrectomie et la néphrectomie radicale également. La néphrectomie partielle, c'est qu'on plante une artère dans la veine et puis on enlève la tumeur, on le remet ça ensemble et on fait une aspiration. Et c'est important de comprendre que votre neurologue ou votre chirurgien vous dit que si on enlève le rein, si on l'enlève au complet, c'est parce que c'est la meilleure chose à faire. Même si il y a seulement une petite masse, il peut y avoir des facteurs, surtout dans l'emplacement de la masse. Si la masse est très centrale au milieu du rein ou dans la veine, peut-être qu'une néphrectomie partielle ne sera pas possible et ça serait peut-être sage d'enlever le rein pour préserver les marges et tout le cancer. Donc, pour réduire les risques de récidive de cancer. Et donc, on essaie de faire des néphrectomies partielles, mais chez certains patients, une néphrectomie radicale est nécessaire si la tumeur est centrale ou bien dans les veines rénales ou dans les glandes surrénales. Et après la chirurgie, si tout va bien, votre neurologue vous dit votre urologue a dit qu'il a fait la chirurgie, puis il vous parle des risques de récidive. Je pense que c'est là où il faut être plus précis par rapport à ça. Par le passé, étant donné qu'on n'avait pas d'adoption, on disait aux patients, vous avez tout le cancer, on a eu tout le cancer, on va faire un scan, rayon X de la poitrine et le tout, puis et voilà. Mais maintenant que les options sont plus grandes, on peut vous parler du pourcentage de récidive. Et c'est important après la chirurgie, ça, pour deux facteurs, le stade du cancer et l'étape, jusqu'à quel point le cancer est malin ou pas. Et donc, s'il reste 2 centimètres, le risque de récidive est très bas. Et donc, peut-être que de prendre des médicaments, donc c'est pas très sensé parce que le risque de prendre de la drogue empirerait votre état. Et le plus grand, la tumeur est la plus avancée, c'est bien de prendre des médicaments pour réduire le risque de récidive. Donc, on a un certain modèle qui nous aide à faire ça. Par le passé, on a vu, ça, indépendamment de ce que vous avez, donc il y aura le risque de chirurgie, mais ça a changé cette année. Et de savoir que ce risque a changé, il faut que le patient le comprenne pour savoir s'ils veulent prendre les médicaments pour réduire le risque de récidive au lieu de ne pas en prendre.
Donc, un T1, moins de 7 cm, T1, moins 4. Risque intermédiaire, T2, c'est plus de 7, 10 cm pour le B. À haut risque, avec un T3, T4, les risques de récidive sont plus importants, donc moins de 7%, 90% de guérison. S'il s'agit d'une tumeur de 16 à 35%, il y a des chances d'une récidive en 5 ans. Et T3, T4, quand on est dans la veine ou dans le sinus rénal, là, on a jusqu'à la moitié des chances d'une récidive en 2 ans. Donc, ces patients peuvent bénéficier d'une médication après chirurgie pour augmenter leur taux de survie. Alors, pour nous aider à déterminer le risque de récidive, voici ce que nous suivons. Suite à une échographie, à une tomodensitométrie, et la plupart du temps, lorsqu'il y a de petites masses localisées. Mais lorsque les stades sont plus avancés, les risques de récidive sont plus importants, donc nous devons être plus rigoureux. Vous voyez en bas, à très haut risque, nous faisons beaucoup plus souvent des tomodensitométries. Dès que nous voyons quelque chose, nous intervenons. Donc, comment pouvons-nous voir les risques de récidive et quels sont les plans de traitement que nous utilisons? Alors, voici des outils que les urologues devraient connaître. Et vous devriez demander à votre urologue après une chirurgie quel est également mon risque précis de récidive. Il y a des nomogrammes, il y a Leibovitch, le S5, et un autre. Et nous pouvons utiliser ce tableau pour quantifier le tout. Alors, on voit ici qu'il y a des points en fonction de la taille de la tumeur, des points quant à l'agressivité de la tumeur, le stade de la tumeur. Et ensuite, on ajoute la taille, le stade. Si vous êtes considéré à faible risque, vous avez plus de 90% de guérison. Mais si vous êtes à plus haut risque, votre risque de récidive est beaucoup plus important et vous devez avoir un meilleur suivi et discuter des options. Alors ici, nous avons le S5 et c'est très semblable à ce qu'on avait auparavant en termes de chiffres, mais vous devez choisir une de ces 3 méthodes pour quantifier les risques de récidive. Et encore une fois, généralement, c'est pour les tumeurs de T3 ou plus élevées où le risque de récidive est beaucoup plus important en 5 ans. C'est assez élevé. Et le dernier, je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle le ISS, un modèle californien. Encore une fois, on se penche sur la taille de la tumeur, le stade de la tumeur, également le rendement, la performance des patients, selon s'ils sont super en forme ou pas trop, et nous utilisons les risques de récidive qui sont semblables aux autres nomogrammes que nous avons. Si on regarde la localisation en bas, on a 50% de risque de récidive en 5 ans dans le cas d'une tumeur à haut risque. Maintenant, nous avons une option et nous sommes très heureux d'avoir une option à offrir à ce type de patient. Donc, sur ce, je vais passer la parole au docteur Lalani qui va nous parler de certaines des options que nous pouvons maintenant offrir. Merci. On a parlé des intentions de chirurgie. Et je vais vous parler de ce qui peut être fait en thérapie adjuvante avant ou après la chirurgie et on essaie de voir s'il y a quelque chose qui peut être fait avant la chirurgie, ce qu'on appelle une théorie néoadjuvante. Donc, nous allons couvrir tout cela et nous espérons qu'à la fin, nous puissions vous dire ce qu'il y en est quand vous avez une chirurgie pour un cancer rénal.
Alors, résumons la thérapie néoadjuvante. C'est un traitement que nous avons fait pour le cancer du rein lorsqu'on est capable de réduire la taille de la tumeur. Et peut-être ça peut aider la chirurgie qui aura lieu par la suite et réduire les chances d'une récidive. Ça fonctionne bien, c'est utilisé dans les cancers du sein, cancer colorectal. Donc, maintenant, nous avons essayé de voir s'il y avait des avantages pour le cancer du rein. Peut-être on pourrait avoir une chirurgie qui préserve autant que possible le rein. Peut-être ça nous donne une idée de la façon dont une tumeur va répondre à un traitement systémique. Mais tout cela va permettre d'améliorer la survie à long terme du patient. Certains des défis lorsque vous utilisez cela, est-ce que ça va retarder une thérapie définitive? C'est un risque. Peut-être le traitement pourrait être l'utilisation d'agents anti-angiogènes, mais qui peuvent nuire à la guérison de la blessure, guérison dont vous avez besoin après la chirurgie. Et si vous utilisez ça avant, est-ce que le corps va s'en rappeler et offrir une résistance par la suite? C'est un défi. Chaque fois qu'on se penche sur des néoadjuvants ou des traitements avant chirurgie, il faut prendre ces points en considération. Donc, ce que nous considérons que les essais cliniques de phase 2, ceux qui sont passés à un stade clinique où les patients ont différentes tailles de tumeurs, etc. En fait, la taille de la tumeur a diminué, mais on est à l'étude présentement, donc c'est expérimental et on voudrait tous que ça permette aux gens qui ont des tumeurs rénales de pouvoir recevoir une chirurgie. Auparavant, on ne faisait pas rien en néoadjuvant, on faisait une chirurgie et ensuite un traitement. Donc, on a fait une étude de phase 2 pour essayer de répondre à cette fameuse question. Et je pense que nous devons reconnaître qu'il s'agissait d'un effort international important. Plusieurs pays à travers le monde ont participé à ce type d'études, par exemple, des études cliniques prospères. Un groupe sur le cancer au Canada a fait cette étude au Canada. Le docteur Kapoor a vraiment été essentiel pour s'assurer que cet essai soit disponible afin qu'on puisse mieux répondre à ces questions. Et en fait, ça a été, comme je le disais, une étude de phase 3 randomisée. Donc, on avait les patients qui s'étaient fait enlever leur cancer, d'autres qui n'avaient qu'une biopsie, traités en immunothérapie, une dose. Ensuite, ils ont eu une chirurgie, puis 9 doses d'immunothérapie. Donc, vous le voyez à gauche ici de l'écran. Le critère d'inclusion, c'était qu'un cancer du rein non métastatique, donc qui ça n'était pas répandu, au moins de taille de tumeur T2 et où on avait planifié une néphrectomie radicale ou partielle. C'était le critère d'inclusion dans l'essai. 50% des patients avaient eu un traitement, une dose de nivolumab avant la chirurgie et 9 doses par la suite. L'autre moitié des patients, comme on l'a dit, a eu le standard de traitement néphrectomie et ensuite une surveillance. Et il n'y avait pas de groupe placebo dans cette étude. Et je pense que le groupe sur le cancer doit être très fier. Ils ont bien travaillé, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de placebo. Donc, on a voulu évaluer si c'était sécuritaire, si c'était faisable et efficace. À droite, vous avez la présentation de ce qui a été fait, ce qui a été présenté à la conférence ISMO de la Société européenne pour oncologie médicale. Les données ont été montrées à tout le monde, qui a permis de voir que cette approche, une dose de traitement, la chirurgie et des doses subséquentes n'amélioraient pas les chances de récidive du cancer.
Ça ne veut pas dire que les patients se sont empirés, mais ça veut dire simplement qu'il n'y avait pas d'avantage à le faire pré-chirurgie. La question est pourquoi? C'est qu'il y a beaucoup de détails techniques. Ce n'est pas tous les patients qui avaient une concertation. Souvent, on avait une tomodensitométrie ou un CT scan qui disait qu'ils avaient un cancer alors qu'ils n'en avaient pas. 20% des patients n'avaient pas de cancer du rein à cellules claires, la plus fréquente retrouvée dans les études. Donc, tout cela permettent peut-être de répondre pourquoi cette étude a démontré qu'une nouvelle approche pouvait être meilleure, mais cette étude est très intéressante pour les différents pays, pour le Canada, pour les patients et leurs familles qui ont pris part à cette étude. Il est important de voir que la récidive n'a pas été améliorée. Et nous sommes encore à évaluer la survie à 5 ans. Nous allons voir la suite. Pour ceux qui sont intéressés, ce type d'approche renferme beaucoup d'informations importantes. Les patients devant tous aller en chirurgie, donc on avait des tissus disponibles, de l'imagerie disponible, et tout cela nous permettait de comprendre ce qui aurait pu se passer avec un certain sous-groupe de patients. Mais je pense que beaucoup de données peuvent être là pour nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, je ne pense pas que c'était complété, mais ici, on avait avec 7 essais cliniques que ça ne s'est pas avéré optimal, donc qui nous démontre que le patient qui doit avoir une chirurgie devrait avoir sa chirurgie, car rien ne prouve que la thérapie néoadjuvante avant la chirurgie soit utile. Donc, ne perdons pas de temps, allons directement en chirurgie. Mais pourquoi pas faire quelque chose après, c'est-à-dire des traitements adjuvants qui viennent après la chirurgie. Cette diapo nous démontre plusieurs années de travail, d'implication de patients. Vous avez tout sur la même diapo. Nous ne voulons pas diminuer le nombre d'efforts qui ont été nécessaires, mais dans l'intérêt du temps, on veut montrer que dans le passé, lorsqu'on a utilisé des médicaments oraux, ciblés, des médicaments que vous connaissez, sunitinib, rapinib, mTOR, inhibiteurs, tout cela montre ces études qu'il y avait un cancer qui s'était répandu et qu'on a utilisé des traitements adjuvants après la chirurgie pour voir si ça pouvait retarder la récidive. Et en haut, on voit que les traitements adjuvants, et nous voyons que les médicaments n'ont montré aucun avantage sur la survie globale. Donc, chirurgie et médicaments par la suite n'ont pas amélioré la durée de vie des patients. Le STRAC en haut est un essai qui a montré une légère réduction du risque de récidive, donc avec un ratio de moins d'1, mais on n'a pas pris en compte les effets secondaires des gens qui prenaient ces médicaments. Ce n'était pas une norme de traitement mondiale, donc c'est pour ça que de prendre des médicaments oraux avec ces agents après chirurgie n'était pas recommandé. Mais il faut mieux étudier encore. Donc, vous pouvez voir ici, on irait, si on suivait l'oncologie en général, si les médicaments par voie orale après la chirurgie ne sont pas si avantages, l'immunothérapie dont vous avez entendu parler aujourd'hui, peuvent-ils être utilisés tôt après la chirurgie? Il s'agit encore d'une thérapie adjuvante, mais par intraveineuse. Et je pense qu'on en entendra parler beaucoup plus dans l'avenir. Cette diapo nous démontre que pour un an maintenant, nous savons que le pembrolizumab, c'est-à-dire une immunothérapie en intraveineuse, PD1,
un inhibiteur. Vous en avez peut-être déjà entendu parler aujourd'hui. Mais c'est la première fois qu'une étude de phase 3 se penche sur la réduction de la récidive du cancer par un type de traitement. Nous n'avions jamais vu ce genre d'essai auparavant. Donc, qu'est-ce qui nous a amené là? Alors, c'est une diapo où j'essaie de résumer beaucoup de données, mais ça démontre, et ça, nous l'avons partout à travers le Canada. Nous avons fait un essai de phase 3 où on s'est penché sur les patients randomisés pour avoir soit un placebo après la chirurgie ou pour recevoir une immunothérapie en intraveineuse. Lorsque le patient et le médecin ne savaient pas ce qu'était le traitement, mais décidaient d'aller de l'avant. Et on a décidé qu'après la chirurgie, il peut y avoir intéressant. Dans le cas de pembrolizumab ou de placebo, un millier de patients environ à travers le monde souffrant de cancer du rein cellule claire s'étaient fait enlever leur rein et ensuite ont fait partie d'une étude randomisée. Soit on leur donnait du pembrolizumab ou soit un placebo. Donc, il s'agissait de quelque chose de positif et c'est cela qui nous permet de démontrer les essais cliniques positifs. Alors, vous voyez en haut, on dit le pembrolizumab améliorait la survie globale sans maladie. Et ce qu'on voit à gauche, c'est une estimation au fil du temps de la guérison. Alors, à gauche, en turquoise, c'est avec le pembrolizumab. Et en rouge ou Bourgogne, en dessous de cette courbe bleue, nous avons le placebo. Donc, ça démontre que les chances de survivre sans cancer était meilleure quand on utilisait du pembrolizumab dans cette étude. Et nous avons ici des pourcentages qui aident, je crois, les médecins et leurs patients à mieux comprendre ce qui se passe. Vous voyez que les chances de ne plus avoir de maladie après 2 ans étaient de 67 pour les gens qui avaient un placebo. Donc, il y a encore une partie de patients qui allaient bien avec la chirurgie seulement, mais ça a été amélioré de 11 donc pour 78 pour ceux qui n'avaient plus de maladie après la chirurgie et le traitement au pembrolizumab. Donc, si vous mettez ces données dans le monde du cancer du côlon, dans le cancer du sein, ce serait adopté comme norme de soins. Donc, nous, dans la communauté d'oncologie rénale, pour les patients et pour les gens qui sont ici, qui souffrent de cancer rénal ou aidant pour un patient, je pense qu'on a quelque chose qui peut aider à empêcher ce cancer de revenir. Et une question qu'on a tous, bon, c'est bien, ça réduit les chances de récidive, mais physiquement, psychologiquement, ça peut aider le patient, bien sûr. Mais est-ce que ça va prolonger la vie de ces patients avec ce type de traitement? Donc, à la droite, vous pouvez voir très tôt, il y a une petite ligne qui montre que les patients n'ont pas été suivis assez longtemps, mais ce que ça démontre, c'est que la survie globale démontre que le pembrolizumab peut être meilleur. Il est encore trop tôt pour le dire. Là, on a un suivi seulement de 24 mois. Dans le cas du cancer du rein, il faut un suivi de 5-6 ans avant d'être sûr qu'il n'y a pas de récidive. Mais rappelez-vous cette autre diapo que je vous ai montrée, il n'y avait même pas le moindre soupçon d'amélioration. Donc, pour être honnête, nous n'avons pas encore réussi à déterminer quelle serait la durée de vie, mais à gauche, vous voyez qu'il y a une nette amélioration. Donc, voilà où nous en sommes avec la thérapie au pembrolizumab adjuvant. Le docteur Kapoor a montré un peu plus tôt qu'il y a différents risques
Les patients souffrant de cancer de rein ne sont pas tous au même niveau et vous avez montré les nodules lymphatiques, la taille de la tumeur et les tableaux que votre oncologue utilisera pour évaluer le risque. Mais regardons ici, tous ces groupes de risques intermédiaires à haut, T3, T4, au risque T4 ou nodule positif et l'autre où on a eu une chirurgie, puis malheureusement eu une tumeur ailleurs ou une dissémination. Alors, ces gens-là souffrant de NED, comme vous pouvez le voir, nous voyons ici que pour tout ce monde-là, le pembrolizumab a donné davantage de chances d'une survie sans maladie. Et je pense que c'est très clair, vous n'avez pas besoin d'être un savant pour savoir ça. La séparation des courbes, quand vous suivez toutes les courbes, c'est le risque, et vous voyez que le ratio de risque augmente à gauche, augmente 2,8, donc 72 d'amélioration et de disparition de la maladie. Dans le milieu, on parle de 40 d'amélioration sur la totalité de la courbe. Mais même ceux qui étaient à risque intermédiaire, ils avaient quand même une belle amélioration de réduction de récidive du cancer. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui peut maintenant aider après la chirurgie et les patients doivent être au courant. Ça prendra du temps. Aujourd'hui, nous avons le temps de couvrir un peu la chirurgie, les risques, tout cela. Mais au niveau d'essais cliniques, ça prend beaucoup plus de temps et c'est pour cela qu'il faut attendre un peu parce qu'il faut que nous ayons des discussions nuancées, mais il faut voir que le pembrolizumab offre une amélioration et réduit les chances de récidive. Et il y a autre chose que le docteur Kapoor a mentionné, que les médecins, c'est-à-dire les oncologues, les urologues, analysent. On parle toujours de la taille de la tumeur, d'un nodule lymphatique, mais il y a d'autres facteurs qui influencent le cancer. Et il y a d'autres problèmes. Donc, nous avons, par exemple, les sarcomatoïdes dans le cancer. Donc, si vous avez des caractéristiques sarcomatoïdes, le pronostic n'est pas trop bon en cancer rénal, mais ils sont généralement plus sensibles à l'immunothérapie. Donc, ce n'est pas l'idéal d'avoir des caractéristiques sarcomatoïdes, mais ça nous permet de savoir que ça répondra probablement mieux à l'immunothérapie, ce qui est, dans un sens, relativement intéressant. Donc, on a essayé de voir ici s'il y avait absence ou présence de caractéristiques sarcomatoïdes. Et on a essayé de voir les améliorations qui seraient générées par le pembrolizumab, mais même si elle n'était pas présente chez les patients qui avaient eu une chirurgie, nous avons vu que le pembrolizumab avait offert une amélioration, permettait d'avoir une survie à long terme sans récidive. Donc, je pense qu'on peut dire que l'immunothérapie avec le pembrolizumab permet une meilleure survie sans maladie, mais il y a des effets secondaires. Donc, généralement, nous évaluons les effets secondaires. En fait, ce sont plus que des effets secondaires mineurs de stade 1 ou 2. Mais généralement, ils sont de stade 3 ou stade 4, donc peuvent poser des risques pour la santé du patient. Bon, ils sont plus importants avec l'immunothérapie qu'avec les placebos. Même avec les placebos, on avait un taux de 1% d'effets secondaires. Mais là, plusieurs patients sont exposés à ce risque. Le pembrolizumab est utilisé partout à travers le monde, surtout dans le monde occidental, en Amérique du Nord et au Canada, dans plusieurs programmes cancéreux. Donc, nous
l'utilisons dans les programmes pour le cancer partout à travers le pays. On sait qu'il y a des effets secondaires, mais c'est important de savoir qu'il y a quand même d'importants effets secondaires et les gens doivent le savoir quand on leur parle des avantages de ce traitement. Bon, nous n'avons, comme je vous le disais, que 24 mois de données. On a fait une autre analyse après 30 mois, donc 2 ans et demi. Et encore une fois, l'amélioration était là. Il n'y avait pas de nouveaux signaux. Donc, on voyait une certaine durabilité, mais nous aurons davantage de données en 2023 pour voir comment ça a été au fil du temps. Alors, ça, c'était le pembrolizumab. J'ai une dernière diapo pour les autres essais cliniques parce que, comme vous pouvez l'imaginer, l'industrie et les patients veulent savoir s'il y a autre chose. Ils ne veulent pas entendre parler seulement que d'un médicament, mais il peut y avoir plusieurs médicaments. Donc, le nivolumab, l'ipilimab, vous en avez peut-être entendu parler pour des cancers du rein en stade 4. Alors, c'est utilisé parfois après chirurgie. L'atezolizumab a également été utilisé comme traitement adjuvant. Malheureusement, cette conférence de septembre, on a vu que la combinaison de nivolumab et d'ipilimab n'a pas amélioré le résultat après une chirurgie. Il est encore très actif pour un stade 4, mais ne s'est pas avéré positif chez des gens qui avaient une chirurgie qui était traitée par la suite. Même chose pour ce qui est de l'atezolizumab. Il y a beaucoup de choses en ligne, des publications, des éditoriaux. On essaie de voir pourquoi c'est ainsi. Je vais essayer de vous le résumer en quelques mots, mais toutes les études, tous les essais cliniques sont bâtis différemment, incluant les patients qui y participent. Donc, les risques pour les patients quant à la taille de la tumeur ou leurs caractéristiques sarcométoïdes, ou ils peuvent avoir été inclus dans ces études, ces essais cliniques, même si les tumeurs s'étaient répandues. Alors, nous avons pu voir qu'il y avait des différences. Peut-être en utilisant un PDLA avec l'atezolizumab n'était pas aussi bon, ça c'est un autre point. Et peut-être également, et on pense qu'il y a peut-être certains médicaments qui sont utiles après une ablation partielle ou totale du rein. Donc, nous pouvons dire que il n'y a qu'une étude qui a montré après des adjuvants, mais les études montrant le niveau et l'ipilimab n'ont pas donné de bons résultats, l'atezolizumab non plus, pour différentes raisons. Alors, c'est ce qui est important quand on parle d'une thérapie adjuvante au pembrolizumab. Et il y aura peut-être d'autres médicaments cousins sur le marché éventuellement. Donc, ici, nous avons un résumé des traitements adjuvants, encore une fois. C'est simplement, si vous voulez en entendre parler, et pour vous montrer où nous en sommes, je ne vais pas vous décrire toute cette diapo. J'ai essayé simplement de résumer pour l'intérêt de certains patients. Keynote 564 avec le pembrolizumab, on en a parlé, a montré une amélioration, mais nous n'avons pas encore de réponse pour la survie globale. Les autres, l'atezolizumab n'ont pas démontré de bénéfices pour la survie globale. Et les niveaux après la chirurgie ne se sont pas avérés positifs non plus. Donc, nous avons essayé de tout résumer. Nous, tout ce que nous voyons, c'est que le PEMBO est le seul qui permet d'empêcher une récidive.
peut certainement parler de ces choses-là avec le temps dont on dispose. Alors, est-ce que je Vous avez simplement... brièvement mentionné que ce concept de quoi faire après la chirurgie est quand même un domaine étudié, dont je vous recommande fortement que vous, votre famille, si vous planifiez d'avoir de la chirurgie, encore beaucoup d'essais cliniques en cours ou qui sont à venir. Et c'est pour vous montrer que les adjuvants, euh, il y a beaucoup d'autres essais qui sont là pour essayer de comprendre ces données parce que c'est encore pas tout décidé. Donc, je vais ramener ça, Dr. Kapoor, pour parler des caractéristiques et puis on reviendra pour les questions. Merci, Dr. Lani. Un excellent résumé d'un domaine complexe. Vous avez fait un excellent travail à résumer les données. Je pense que c'est important. Je vais essayer d'avoir la bonne diapo. C'est important que tout le monde se mette ensemble, l'équipe au complet et le centre au centre de l'équipe, c'est le patient. Donc, le patient est au centre, puis on a l'oncologue, l'urologue, le médecin traitant et également tous les autres médecins au cas où pour d'autres interventions. Donc, comment est-ce qu'on aide le patient à choisir sa thérapie? Bien, on peut dire d'accord, on peut faire ça basé sur ce que l'analyse a dit, mais c'est une bonne option. Mais il faut se souvenir qu'il y a des effets secondaires à l'immunothérapie. Et je crois que la recommandation, c'est que les patients à plus haut risque, ce sont ceux qui sont susceptibles de le plus bénéficier de ça. Et donc, après votre chirurgie, il y a un document très important que vous pouvez obtenir, le rapport de pathologie qui vous donnera la taille de la tumeur, son grade, son stade également. Donc, ça vous dira si vous êtes en stade 3 et vous avez vraiment du CT scan également, mais ça vous dira si vous êtes un TA, T2, T2, 3 et, et le plus grand risque de récidive pour ce patient-là. Et je pense que cette option des adjuvants devient une considération fort valable. Comment est-ce qu'on aide à prendre ces décisions? Eh bien, en faisant des essais cliniques plus nombreux encore comme celui-ci, discuter toutes les données qui sont là, prendre les décisions au sujet de ce qui vous convient. Si vous avez, par exemple, d'autres maladies immunitaires, et ça peut être une décision fort personnelle pour vous, donc comme on a montré aujourd'hui. Et la deuxième question est au sujet du flux. Donc, et c'est au sujet du médecin qui identifie la masse ou la croissance au rein. Et ça mène généralement à l'urologue par la suite. C'est pour ça qu'il va faire les stades. Et c'est déjà métastatique. 70% seront envoyés directement à un oncologue médical. Et si ça n'est pas métastatique, ça ira en chirurgie. Et après la chirurgie, vous asseyez avec votre urologue pour revoir leur rapport. C'est une tumeur faible, T1, sinon T3 au plus, une discussion avec l'urologue, ça vous enverra à l'oncologue urologue et discuter des options qui s'offrent à vous. Et je crois que de ramener ce type de discussion sur le site web, ça vous aiderait à vous éclairer à prendre la meilleure décision. La raison pour laquelle c'est important, bon, il y a également les membres de l'équipe avec l'option de métatastomie au foie, si c'est déjà rendu là, mais les preneurs de décision seraient l'oncologue médical après la chirurgie. Donc, ça, ce sont les essais cliniques qui sont toujours importants, comme on a dit auparavant, et c'est très important. Donc, de mettre ça dans les essais cliniques, ça nous donne un essai au traitement métastatique de première ligne. Et c'est une discussion qu'on va tenir avec Dr. Lani. Je pense que ça mérite une question, à savoir comment est-ce qu'un patient devrait savoir s'il ira à la première, deuxième ou troisième option. La réponse est oui.
au deuxième point. Donc, il faut demander si quelqu'un a eu du pembrolizumab et a développé une intolérance aux médicaments, quelle est la prochaine étape? Et avec donc les maladies métastatiques, quelques années après que j'ai eu mon diplôme, quelle était la prochaine? Je vais demander à Dr. Lalani de vous faire des commentaires à ce sujet. Oui, ça me ferait plaisir et merci pour cette excellente question, Deb, et pour l'encadrer pour les patients. Nous, on songe à ça lorsqu'on pense à la défense du patient, des droits du patient dans les différentes provinces. Il y a beaucoup de médias par rapport à ça, au fait qu'on ne devrait pas perdre donc d'infos pour eux. Et donc, quant au traitement après la chirurgie, même si vous l'avez eu et que vous êtes réévalué ou qu'un membre de la famille est réévalué pour une maladie actuelle, il faut voir quels sont mes traitements sur lesquels je suis allée ou ce que je vais recevoir. Et je pense que brièvement, et c'est en train de être en révision. Si un patient reçoit et prend de l'immunothérapie, et ça, c'est suite à des discussions avec le médecin, je pense que le plus grand risque, je vous ai montré les courbes, celles qui avaient la séparation la plus légère, qui ont le plus grand avantage. Donc, si les gens sont en traitement, et on veut voir des gens qui reçoivent des traitements qui sont sécuritaires, qui les suivent et puis après ça, ils sont suivis. Et je pense que s'il y a une récidive du cancer après le traitement ou après avoir complété le traitement 6 mois plus tard, et ça devient assez agressif. Ça veut dire que l'immunothérapie n'a pas fonctionné, n'a pas pu bloquer. Et donc, c'est là, on a besoin de changer de vitesse et d'envisager quelque chose de différent. Et généralement, ça sera des traitements tels que le TKI, pardon, le traitement par inhibiteur. Et donc, ce qu'il faut retenir, donc, si vous êtes sur le traitement adjuvant depuis 6 mois, ben, c'est le moment est venu de passer à autre chose. Et ce qui devrait être intéressant, et si c'est ceux pour lesquels le cancer ne revient pas et le traitement adjuvant a fonctionné, et oh merde, si le cancer revenait après 6 mois, eh bien, sauf 2 ans plus tard. Dans cette situation-là, on essaie de défendre quelque chose qui sera défendu par toutes les provinces assez largement. Si le cancer devait revenir après 6 mois d'avoir complété le traitement, on remet en marche l'horloge et l'étape où le cancer est venu. Ça veut dire qu'il n'y a aucune porte fermée. Tous les traitements sont disponibles et je pense que cette diapo fait un bon travail de vous dire, pour ceux qui traitent le cancer, quel est le pronostic du patient, où est le fardeau de la maladie, s'il y a juste une tâche ou quelques couples, est-ce qu'on pourrait utiliser la radiothérapie? Et si on a déjà donné des adjuvants par le passé, à ce moment-là, il faudra voir ce qui reviendra plus tard. Donc, il faut revenir à la question initiale, si le cancer devait récidiver pendant qu'on est en immunothérapie ou 6 mois après l'avoir complété, ça voudrait éliminer l'immunothérapie et qu'on irait donc seulement au TKI. Et je vous dis personnellement, donc, si quelqu'un fait une récidive pendant qu'il est en immunothérapie, il y a quelque chose de très agressif qui doit être traité avec les traitements par inhibiteurs. Tout à fait d'accord. Je pense que c'est un excellent résumé et on est en processus à l'heure actuelle, à titre d'organisme, pour aller chercher des rétroactions, à savoir ce qu'on doit faire de cette question-là. Par exemple, en résumé, si ça se passe, si la récidive se passe pendant que vous êtes là en immunothérapie, ben, ça ne vaut pas la peine. À ce moment-là, donc on va au TKI, puis il faut accepter donc une de ces médications si c'est offert. S'il y a une progression, mais si vous avez une progression du cancer et puis qu'il y a une récidive après 6 mois, ça
repère tout l'ensemble des outils disponibles. Donc, ça peut être un IO, TKI ou autre avec un patient métastatique. Et donc, il y aurait d'autres options ouvertes. Mais la question est à savoir quel TKI offrir, quel traitement par inhibiteur. Et il faut voir, donc décider lequel est le meilleur. Et ce sont tous d'excellents médicaments. Et s'il y a une récidive après une couple d'années ou après 6 mois ou plus long, un traitement par inhibiteur serait donc une excellente option ou un IO-TKI également. Donc, excellente question. Quant aux questions de Deb, c'est notre dernière diapo. Qu'est-ce qu'on ferait? Donc, quels sont les risques calculés de récidive post-opératoire? Donc, votre cancer est parti. On veut vous voir suivre les lignes directrices, sortir, aller prendre une bière, il n'y a plus rien qu'on peut faire. Mais là, il y a quelque chose qu'on peut faire. Et donc, maintenant, c'est très important, le risque. Le pembrolizumab, c'est disponible au Canada à titre de traitement adjuvant. Et est-ce que ça augmente, ça améliore les tissus, la survie? Ben, pas encore, mais on espère que dans les prochaines années, ça améliorera le taux de survie. D'autres traitements adjuvants potentiels sont à l'horizon en phase clinique, d'essai clinique. Et encore là, c'est très important qu'on en parle ensemble, cette approche multidisciplinaire après la chirurgie, qu'on doit avoir décidé quel type de thérapie et qu'est-ce que vous en pensez. Et après, donc, de plusieurs rondes multidisciplinaires, de faire une référence formelle ou via une discussion avec l'oncologue. Je pense que les patients à haut risque devraient avoir une référence formelle et avoir donc une discussion avec l'oncologue pour prendre les décisions complexes. Docteur Lanini, j'aime bien que vous avez résumé jusqu'à quel point on devait travailler ensemble. Je pense qu'on est privilégié à Hamilton, au Saint Joe's et dans d'autres centres dans le pays qu'on tient ce genre de conversation fréquemment. Les références devraient être entre les groupes qui gèrent le cancer du rein. Et je suis tout à fait d'accord. Les populations à haut risque ont besoin d'entendre ça et ont besoin d'avoir ces renseignements-là pour prendre les décisions fondées. Ça prend du temps, mais ça nous donne l'occasion de prendre ces décisions. Ce n'est pas un temps indéfini où on pourrait ajouter donc la thérapie adjuvante. Donc, c'est toujours bon d'avoir le rapport de l'urologue. Demandez-lui, à l'urologue, est-ce qu'il y a un risque de récidive? Et donc, vous savez qu'on est une excellente collectivité, qu'on peut tenir ce genre de conversation, soit en personne ou dépendant de la juridiction où vous vous trouvez, ça se passe toujours bien. Je pense que Christine, c'est notre dernière diapo et je pense que ça dit simplement merci. Merci à vous deux. C'était de l'information exceptionnelle. C'est une thérapie nouvelle et actuelle. Il y a beaucoup de questions à ce sujet. Je pense que vous avez beaucoup aidé nos patients aujourd'hui et que ça sera sur le site web. Donc, on offrira d'excellentes références aux patients qui nous écouteront plus tard. J'ai une brève question. J'apprécie sincèrement comment vous avez fait sembler que il faut que ce soit un effort combiné avec l'urologue, l'oncologue. Et ce sont des décisions très importantes à prendre, mais vous avez semblé nous faire penser que c'était encourageant et qu'il fallait vraiment en parler. Ma préoccupation, c'est qu'il y a certains de nos patients, comme vous le savez, sont dans des régions éloignées et rurales et n'ont pas accès à ces informations plus actuelles dans un effort d'équipe. Est-ce que vous recommanderiez qu'ils aillent chercher une deuxième opinion dans un centre de cancer où il y aurait consolidation
de l'urologue, oncologue et de l'information à date disponible, parce que ce sont des informations vraiment très importantes et des décisions très importantes à prendre. Je vais laisser Dr. Lalani répondre également, mais je pense qu'on voit ça souvent au sujet des sites, c'est que les gens rentrent pour des opinions, puis Dr. Lalani ou Dr. Hatch, qui est un autre oncologue, émet une opinion et donne cette direction à l'oncologue. Et puis après ça continue. Donc, dans le domaine de l'oncologie, ils sont dépassés avec plein de maladies. Ils ont tellement de travail, ils sont dépassés par les événements. Donc, ils ont besoin, si vous avez des organismes euh, le Cancer du rein Canada, que ce soit donc Dr. Oubinski ou autres, qui sont à travers le pays, qui offrent des opinions à l'oncologue. Et puis, ça peut venir donc au site où ils peuvent avoir accès à la thérapie. Docteur Lani, je pense que c'est très bien décrit. Ça devrait être un effort d'équipe. Et comme Christine a mentionné, c'est à deux directions. On peut avoir la conversation pour éduquer le patient pour qu'il puisse poser la question puis aller chercher l'opinion. Mais Dr. Kapoor et moi-même et autres offrons ces choses-là, ces informations-là aux collectivités. Et donc, c'est en synergie avec le patient qui demande et qui défend ses droits. Et pour ceux d'entre nous qui vivons du cancer du rein, nous devons éduquer nos collectivités sur le cancer. Et pour qu'il y ait toutes ces conversations qui se passent, on sera toujours ravis d'émettre des opinions. Et pour ceux que c'est toujours avantageux si c'est plus près de chez vous ou pour une variété de raisons. Si vous faites un choix, posez vos préférences. Ça se passe déjà. J'ai eu une référence la semaine dernière, il y a quelques semaines, où un patient de l'urologue dans la collectivité qui n'avait pas besoin de thérapie adjuvante, puis elle a dit que c'était une bonne option. Puis, donc, ils ont demandé une deuxième opinion et c'était soutenu, basé sur les données qu'on avait, que c'était une bonne option pour le patient. Et ils sont retournés à leur oncologue pour que ça se passe. Donc, c'est déjà en voie de se faire et je pense que ce type de discussion est impératif. Merci, c'est très encourageant. J'ai une question qui est survenue dans le chat. Lorsque la chirurgie prend tout le rein, donc les glandes surrénales et le rein au complet, je pense que ce n'est pas une patiente qui demande. Est-ce qu'il y a de la thérapie prophylactique pour réduire les résultats? Donc, je pense que c'est ce dont on parlait aujourd'hui, en fait. Oui, il y a une thérapie prophylactique adjuvant. Je pense qu'on peut essentiellement en disant il y en a eu après 12 semaines de chirurgie. C'est un petit peu un défi, dépendant des recherches ou des études qui se sont faites. On voudrait étendre ça sur 16 semaines. Quant au défi, parce qu'il y a la chirurgie, puis après ça, il faut avoir le rapport de pathologie avec l'urologue. Après ça, il faut faire un CT scan. Après ça, il faut réviser le scan avec l'oncologue médical qui doit voir le patient et initier la thérapie à l'intérieur de 12 semaines. Donc, c'est vraiment un délai très rapide. C'est assez serré, je pense que pour le Canada. Et je pense que 16 semaines serait excellent si on y va avec les critères des essais cliniques. Je pense que si Dr. Lalani a d'autres choses à dire, mais la discussion que l'on a ensemble avec l'équipe, je sais que déjà, lorsque Lalani entend parler de patients en thérapie adjuvant, il voudrait avoir donc un lien entre les deux collectifs. Je n'ai pas grand-chose à ajouter en part que toute la discussion était à ce sujet de cette traitement sur politique d'assurance. On a passé
On a demandé la question si c'était disponible, cette thérapie adjuvant, il y a 4 ans. Et ce qu'on a retenu, c'est que ça vient, ça vient de sortir, en fait, donc dans la dernière année ou deux des États-Unis, puis le Canada, il y a eu accès. Donc, je vous dirais au Canada, c'est plus de l'information sur 2022, mais avant ça, il y a 4 ou 5 ans, je pense que c'était tous des thérapies d'essai et dans les dernières années, il n'y avait pas, c'était pas la norme dans les traitements. Donc, voilà. Merci d'avoir répondu. Une brève question, un peu en aparté, mais il y a une question importante qui était rentrée avec le docteur Kohlmansberger pour un neurologue. La question, traitement de deuxième ligne après un traitement combo raté. Et il voulait savoir, il y a eu la recherche sur Cabo, donc il voulait savoir si ce serait un bon choix pour un patient dans ces circonstances-là. Je vais laisser Dr. Lalani répondre, il est plus intelligent que moi là-dessus. Je vais juste le dire encore une fois. Je comprends la question. Calanib est une bonne thérapie qui est approuvée et utilisée au Canada post et avant la thérapie adjuvante. Et donc, je pense que c'est la question de sujet d'un scénario potentiel où le traitement de première ligne ou pembrolizumab était, qu'est-ce qu'on doit faire par la suite. Je pense que c'est donc un médicament très efficace et approuvé. Le défi au sujet de l'accès, c'est qu'après les traitements de première ligne avec nivolumab et ipilimumab, où il n'y a pas de thérapie ciblée, généralement, Cabozam est d'habitude réservé après cette thérapie. Donc, c'est un autre agent qui peut-être on pourrait y avoir accès et puis Cabo par la suite. Donc, là, au sujet maintenant des métastases, je pense que c'est devenu, ça fait partie du lexique, c'est devenu efficace pour toutes sortes de raisons biologiques à des endroits où il y a eu ça s'est étendu aux os ou autres. Je pense que ça peut être efficace, c'est pas le seul médicament, mais il y a eu beaucoup d'analyses qui montrent les avantages aux métastases aux os. Et donc, je pense que c'est une bonne option à utiliser. Merci d'avoir précisé ça. Cette séquence, donc, c'est très utile. J'ai une question un peu futuriste et ce sera la dernière. On cherche des traitements exotiques comme la photothérapie. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans notre avenir? Je pense que la photothérapie sonne vraiment intéressante, c'est cool, mais c'est pas encore prêt. Mais ce qui va se passer qui est vraiment cool, c'est la nanotechnologie. Ouais. Donc, il y a toutes ces technologies avec les nanorobots qui peuvent avoir des effets sur plusieurs maladies cardiaques et cancers également, où il y aura un vecteur de gène qui ira directement à la cellule cancéreuse. Et c'est vraiment de la technologie fort emballante. Donc, on a beaucoup de technologies emballantes qui s'en viennent et qui porteront fruit au cancer. Fabuleux. Merci beaucoup, messieurs. J'apprécie énormément que vous ayez expliqué ça avec des mots assez faciles à comprendre parce que parfois c'est assez difficile à comprendre et j'apprécie. C'était formidable. Donc, bonne fin de dimanche et merci beaucoup d'avoir soutenu nos patients et nos soignants. Merci pour nous avoir invités. Merci. Au revoir.